Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier CQFR de l'année 2023. Ce à quoi il fallait répondre, je suis encore là pour remplacer Antoine Pimel, mais je suis rejoint bien entendu par Shai. Avant qu'on commence donc ce dernier CQFR de l'année, comme vous le savez, si vous avez écouté notre podcast de lundi, on avait fait nos trophées 2023 avec Antoine et Shai sur un ton décalé comme on le faisait par le passé sur Basket Session, et on vous avait proposé de participer vous aussi dans les commentaires, de nous donner vos trophées de l'année. On avait dit qu'on allait faire gagner un exemplaire de Une saison en enfer. En fait, vous avez été trop bon, vous avez été trop fort, c'était impossible de choisir juste un vainqueur, donc on en a choisi trois. Même ça n'a pas été facile. Donc on a trois vainqueurs qui vont remporter un exemplaire d'Une saison en enfer. Je sais que toi aussi, tu as regardé les trophées qui ont été proposés par nos auditeurs. En fait, on devrait rien écrire et leur proposer d'écrire à notre place. Je pense que ça serait plus simple, non? C'est ça, franchement, il y a une tonne de commentaires, une tonne de propositions de trophées qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes et on a bien aimé votre inventivité, on s'est bien marré quand même devant la plupart d'entre eux. Ouais, exactement. Donc je vais vous donner les trois vainqueurs. Donc si vous faites partie de ces trois vainqueurs, puis je le remettrai aussi en commentaire du podcast de lundi, c'est simple, vous nous envoyez un mail à cqfr.rivers@gmail.com en nous précisant vos noms et adresses postales de manière à ce qu'on vous fasse parvenir ça. Donc voici les trois qu'on a choisis. Il y en avait vraiment plein qui étaient drôles. C'était un crève-cœur d'en laisser sur le côté. Allez, je commence par le trophée Giroud, rendez-moi mon ballon ou je fais un malheur, attribué à Giannis Antetokounmpo face aux Pacers. Ça, c'est gagné pour Frankie Elarian, ou Elarian, j'espère que je prononce bien. Ça, c'était le premier. Deuxième, pour le chouchou du CQFR de la saison, Jordan Poole. Trophée Matrix pour Jordan Poole. Il croyait que 20 points par match chez le champion NBA était la vraie vie. Signé Batik, B-A-T-H-I-C. Très bon. Et le dernier, qui m'a fait littéralement exploser de rire quand je l'ai lu, envoyé par Antonin Fontenot, 8038. Trophée On m'avait promis Tom Cruise et on a eu Danny Boone pour les Atlanta Hawks sous Quinn Snyder. Tu vois, je l'avais pas du tout vu venir. Et c'est vrai qu'on se l'a dit plusieurs fois en plus qu'on imaginait que les Hawks seraient meilleurs que ça cette saison. Bref, voilà, vous avez été excellents tous les autres. Allez relire les trophées des autres, franchement, ça vaut le coup rien que pour aller checker les commentaires. Moi, j'ai un bon coup de cœur forcément en tant que footeux d'ADN. Celle sur Giroud, le trophée sur Giroud m'a tué parce que c'était littéralement ça dans les années 80-90. Il faisait la course pour récupérer les ballons, les bouteilles de cristalline et tout. Ça m'a bien fait rire. Et voir Yanis courir après le ballon après son record, c'était très très bien trouvé. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà. Si vous étiez parmi les trois vainqueurs, vous nous envoyez un petit mail. Je vous reprécise l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous nous envoyez vos noms et adresses et on vous fera partir ça au plus vite. C'est une adresse que vous connaissez bien parce que là, on est là pour répondre à vos questions. Encore une fois, on vous remercie chaque semaine de nous envoyer vos idées. Il y en a plein. C'est toujours dur aussi de faire le tri. Écoute, alors comme je te le disais, Shai, j'ai compilé les questions, mais je me les suis pas posées à moi-même. Donc, je vais essayer d'y répondre en même temps que toi. J'ai pas pris d'avance, promis. C'est beau. Allez, je commence par la première qui nous est envoyée par Tech, et qui concerne Kevin Durant. Voilà ce que nous dit Tech. Est-ce que vous comprenez ceux qui qualifient KD, entre parenthèses, un de mes joueurs préférés, de loser? Incapable de gagner sans rejoindre l'incroyable effectif des Warriors qui n'avaient pas nécessairement besoin de lui pour remporter d'autres titres. Autrement, à chaque fois qu'il a le lead, c'est plutôt compliqué et c'est pas faute de bien l'entourer. Donc, est-ce que tu comprends, Shai, ceux qui seraient tentés de mettre une étiquette de loser à Kevin Durant? Non. Non, je pense pas qu'il rentre dans. On a fait un MOOC sur les losers, on a plutôt bien, je pense, décrypté, détaillé le terme. On peut lui donner plein de sens différents et il y a plein de joueurs différents qui, je pense, entrent dans cette catégorie sans que ce soit toujours péjoratif d'ailleurs. Kevin Durant, je pense pas que ce soit un loser. La question qu'on peut se poser, c'est surtout est-ce que c'est celle de son héritage et de sa place théorique dans les classements tout aussi théoriques des meilleurs joueurs. Parce qu'effectivement, en tant qu'alpha dog, franchise player, tout ce que vous voulez, il n'a pas vraiment réussi à gagner avec son équipe et les expériences, en comptant même celle de Phoenix actuellement, qui est un peu poussive, les expériences où il a été en charge du projet, où il a choisi ses coéquipiers, où il a choisi parfois les coachs, où il a été vraiment tête de gondole, même à OKC, ça a pas montré qu'il était de la catégorie des gagnants ultimes, en tout cas, des types qui font partie vraiment des plus grands, je pense. Par contre, loser, c'est très difficile, enfin, c'est trop dur de le qualifier de loser. Ce qu'il a apporté à Golden State, on peut considérer l'équipe aussi cheatée qu'on veut. Il fallait quand même gagner les matchs et il a quand même été 2 fois MVP des finales. C'était le meilleur joueur de ces finales à chaque fois et il a vraiment apporté quelque chose d'incroyable. C'est un scoreur invraisemblable, c'est un joueur merveilleux. Loser, c'est trop sévère. Après, on peut émettre des critiques et
Et du coup, sur ces fameux classements théoriques que j'évoquais et dont on aime bien débattre, même si ils n'ont pas forcément une valeur absolue, hein, là, par contre, oui, moi, personnellement, ça entre en ligne de compte. Peut-être que je le mettrais derrière d'autres gars parce qu'il n'a pas vraiment réussi en étant au cœur des projets pour le moment en tout cas, à gagner des titres ou à aller vraiment même très très loin. Parce qu'avec OKC, il n'y a pas eu de finale NBA, avec les Nets, n'en parlons pas. Si, une finale quand même. Une finale Ah avec oui, oui, OKC. pardon, avec OKC, quand il y avait Westbrook, Harden et tout. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un bel accomplissement, mais bon, l'équipe autour était forte aussi. Euh, mais ouais, pour l'instant, loser, c'est trop sévère, mais je le mets quand même dans une catégorie de joueurs peut-être un tout petit peu inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de son talent et de ce qu'il avait dans les mains. Ouais, bah moi je te rejoins, loser, non, c'est trop dur pour Kevin Durant, je trouve ça même absurde un petit peu de vouloir lui mettre cette étiquette. On en est parlé au sujet de LeBron aussi, c'est pareil, quand parfois les haters de LeBron citent Ouais, son non. nombre de finales perdues en disant que c'est un loser. Non, quand tu as fait autant de finales NBA, t'es pas un loser, surtout que les deux ont gagné. Moi finalement pour KD, c'est pas tant, tu sais, avec le recul, c'est pas tant le fait qu'il ait rejoint les Warriors, c'est plus la manière dont il en est parti en fait, qui aurait tendance à me faire Mm. comme toi, pas forcément. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire, je pense que c'est quasiment indiscutable. Mais par contre, je trouve que ça fait tâche. Et c'est plus finalement ces choix de carrière post-Warriors, je trouve qu'ils font un peu tâche. Parce que derrière, tu décides de quitter Golden State en disant bah non, je veux créer mon propre truc, je veux aller au Nets, je vais créer mon histoire là-bas. Là-bas, tu recrutes quasiment qui tu veux. Je veux dire, on sait très bien que Brooklyn n'aurait pas forcément misé sur Kyrie Irving si Kevin Durant n'avait pas fait comprendre qu'il ne viendrait pas si on signait pas les deux. D'ailleurs, tu as eu tous les joueurs que tu voulais. Tu as eu Kyrie Irving, t'as eu James Harden. Le fait que derrière, une fois que ça fonctionne pas, alors qu'on était quand même nombreux à se dire ça peut pas fonctionner pour des questions de pas tant de fit basket, hein, parce qu'on en parlait encore dans le CQFR d'hier quand non pardon, je me mélange, on enregistre tellement de contenu. On en parlait dans le Hoop Culture que vous verrez demain avec Pierre Armand. C'est encore plus, c'est Retour vers le futur version basket session. C'est que voilà, sur le terrain, ça a fité avec James Harden et Kyrie Irving, mais ils ont joué 17 matchs ou un nombre de matchs absurde comme ça. Derrière, j'ai trouvé ça assez moche quand même de ne pas aller au bout, de ne pas assumer jusqu'au bout le fait d'avoir eu l'équipe que tu voulais et de demander à partir. Voilà, je trouve que ça fait tâche. Par contre, loser, non, je pense qu'effectivement, c'est pas C'est possible. c'est ça qui est décevant dans la carrière de Kevin Durant. Moi, c'est plus le choix d'aller aux Warriors. Il peut être critiquable, mais j'ai compris les raisons sur l'instant. Le côté, il était un peu en quête d'identité. Il voulait être dans un endroit où il était épanoui sur le plan du basket. Et il suffisait de voir jouer cette équipe pour comprendre qu'on pouvait y prendre du plaisir et que c'était une machine de guerre. Et après, c'est sa façon de se dédouaner un peu des choses et de dire non, mais moi, je fais à peine partie du truc, c'est pas moi qui est décisionnaire. J'ai pas du tout poussé pour Steve Nash. Toutes les décisions qui sont prises, moi je suis là, vous savez, je suis qu'un joueur. Et c'est ce, ce truc-là que j'aime pas trop dans sa carrière et qui me fait. Qui le rend critiquable à mon sens. Sa carrière n'est pas terminée, il a encore le temps peut-être de changer cette image-là, mais c'est ce flou sur l'identité qu'il a voulu avoir en tant que joueur, en tant que personnalité du basket, ça fait de lui quand même un des joueurs les plus intrigants, je trouve, et mystérieux parmi les plus grands. C'est clair, complètement. Allez, une question qui concerne une équipe qui est chère à ton cœur, Shai. Une question de Rémi au sujet des Grizzlies. Euh, Après la très bonne dynamique suite au retour de Ja Morant, les Grizzlies peuvent espérer le play-in, mais sont trop peu armés à l'intérieur. Quel trade pourrait leur amener un intérieur et les faire passer à un stade de contender? Quelques idées. John Collins, recruté par le Jazz mais qui ne fait pas une bonne saison. Pascal Siakam si Toronto décide finalement de reconstruire. Gordon Hayward qui joue bien, 3 petits points. Est-ce que Gordon Hayward, moi, pour le coup, c'est pas, c'est pas un À intérieur. l'intérieur, ouais. J'ai pas fait gaffe à ça. Shai, est-ce que tu aurais une idée d'une recrue qui pourrait renforcer les Grizzlies, alors soit à l'intérieur, soit autre part? Est-ce que c'est comme qui veut gagner des millions où on peut faire appel à un ami et j'appelle Antoine Pimel pendant ses vacances à Toulouse, là, je crois, pour lui demander est-ce que c'est lui la trade machine? Moi, je suis qu'un observateur de son talent pour monter des trades et tout ça. Par contre, je suis d'accord que dans le secteur intérieur, c'est évidemment léger, notamment dû à l'absence de Steven Adams qui fait très, Bien très, sûr. très mal. Si je reprends les noms que tu as cités, je l'ai déjà dit plein de fois quand on a évoqué son cas et pour à peu près toutes les équipes qui ont été concernées ou qui ont été liées à son nom. Moi, Pascal Siakam, c'est un game changer total pour moi. Je pense que le jour où il changera d'équipe, s'il change d'équipe, on va tout de suite voir la différence pour l'équipe en question. On avait plus parlé jusque-là d'Indiana, Atlanta, par exemple. Moi, si tu le mets à Memphis, moi, je suis aux anges parce que je pense il peut effectivement apporter énormément.
Même si c'est pas un intérieur traditionnel, je trouve qu'il a beaucoup de playmaking, il a du scoring, c'est un joueur très complet. Donc après, comment le monter? C'est là que j'aurais fait appel à mon camarade Pimel si il avait été là. Qu'est-ce qu'ils ont comme atout, comme atout pardon, à proprement parler, à échanger? Il y a encore des pics, quelques jeunes joueurs qui sont là, mais c'est difficile, je trouve, de bouger l'équipe telle qu'elle est, alors que tu as axé ça autour de Morant, Bain et Jaren Jackson. Dire, tout dépend de ce qu'on pense de Jaren Jackson et du crédit qu'on lui accorde pour l'avenir, parce que ça reste quand même un intérieur théoriquement dominant dans son registre. C'est un DPOY, même si sa victoire a pu paraître peut-être un peu exagérée pour certains. Moi, je veux déjà voir cette équipe au complet parce que sous sa meilleure version, elle a été bonne par le passé. Il n'y a plus Dylan Brooks, il n'y a plus Tyus Jones. J'aimerais bien un autre playmaker, moi, plus qu'un intérieur. J'aime bien Santi Aldama dans la rotation chez les intérieurs, même si c'est pas le gars qui va tout changer. Ouais, dans les intérieurs, j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit, mais j'aimerais aussi un meneur gestionnaire. Je sais pas, ramenez-nous Tyus Jones, par exemple, je serais très content. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que c'est pas inintéressant la proposition de Rémi de Gordon Hayward, là, qui est aussi un très bon Oui, playmaker, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Après, c'est plus, c'est vrai qu'en termes de monnaie d'échange, je sais pas trop ce que Memphis pourrait proposer, d'autant que le contrat de Gordon Hayward est quand même assez coûteux. C'est intéressant quand même. C'est bien que tu notes l'absence de Steven Adams, un joueur que j'adore. Et c'est vrai que même dans les commentaires, je sais plus de quel CQFR ou de quel podcast, l'un d'entre vous notait justement que dans les contre-performances, du moins les performances un peu décevantes, que les performances un peu décevantes de Jaren Jackson Jr. étaient peut-être liées aussi à l'absence de Steven Adams, ouais. qui bouge quand même pas mal de trous. On se rappelle dans les années triple-double de Russell Westbrook au Thunder, que bien sûr Westbrook allait chercher les rebonds, mais c'est parce que Steven Adams bloquait 3-4 joueurs à lui tout seul, et que ça, c'est des trucs qui sont jamais dans les lignes de stats. Mais par contre, voilà, ses coéquipiers et les résultats de l'équipe dépendent un petit peu de son rendement. Je pense effectivement qu'il manque plus qu'on ne peut s'en rendre compte à la fois dans le leadership et puis dans la défense de Memphis. C'est ça, dans tous les secteurs dont on parle peu, les écrans, il met des écrans de déménageurs, il y a les C'est clair. screen assists, celles qui débouchent sur des passes décisives, les écrans qui débouchent sur des passes, enfin sur des actions concrètes. Et le leadership, t'en parles, c'est un mec qui est, je dirais, c'est pas un tempérament volcanique qui va gueuler partout, mais tu sais qu'il est respecté, il est aimé de ses coéquipiers. Ouais, il a pas son absence est très très préjudiciable et ça peut expliquer aussi pour les relatives contre-performances de Jaren Jackson. Après, on va voir ça va être intéressant quand même d'observer Memphis sur la deuxième partie de saison parce que à l'heure où on enregistre ça, ils n'ont toujours pas perdu avec Ja Morant. Ils ont perdu le match où il a été absent. Et dans tous les cas, je pense qu'ils sont redynamisés. Et moi, on en avait parlé, il y a déjà quelqu'un d'autre qui nous avait posé la question sur ce qu'on envisageait pour Memphis. Et moi, je pense que à défaut d'être qualifié cette année pour les playoffs ou le play-in, peu importe, je pense qu'ils peuvent prendre rendez-vous pour la saison suivante déjà. Et quels que soient les moves, si en plus il y a des moves autour de la deadline qui sont peut-être dont on verra peut-être l'effet que la saison prochaine, je pense qu'il faut aussi les faire. Ouais, ouais, carrément. Faut attendre de voir de toute façon ce que peut donner cette équipe des Grizzlies telle qu'elle a été construite ou reconstruite, sans Steven Adams, de toute façon, qui sera absent pour toute la saison, mais voir un petit peu si les bonnes performances avec Ja Morant peuvent être tenues sur la durée. Je pense qu'il faudra voir ça du côté de Memphis avant de faire des choix drastiques. Ouais. Alors après, on a plusieurs questions qui concernent les Spurs. Euh, voilà, il y en a deux de Jules qui concernent San Antonio et Wembanyama. Shai, je te propose qu'on commence par celle-ci. Allez, je te pose la première et puis je vais les prendre dans l'ordre. Je regarde la NBA depuis le début de la saison dernière et je me suis aperçu. Pardon, attends, je te dis n'importe quoi, c'est pas du tout la bonne question. Je me suis mélangé dans mon doc. Alors attends. Tac. Désolé pour le petit contretemps, je me suis mélangé dans mon doc comme un tocard. Allez, question sur les Spurs de Christophe, sur Pop et les Spurs. Au vu des résultats des Spurs et surtout de la manière, avec des rotations parfois très étranges et un fond de jeu pauvre, peut-on dire aujourd'hui que Popovic est encore l'homme de la situation chez les Spurs? Est-ce que vous avez une idée de la façon dont c'est perçu outre-Atlantique? Ouais, bon, ça, c'est une bonne question. Benjamin l'a évoqué parfois par rapport à son ressenti. Benjamin, dont vous savez qu'il est correspondant à San Antonio pour nous, il a déjà évoqué cette question. Il y a une partie des gens qui sont. Alors, c'est pas les die-hard fans des Spurs de 40, 50 ans. Je pense qu'ils ont toujours une confiance et un respect pour le travail de Popovic, pour tout ce qu'il a accompli, et ils se permettront pas de tout remettre en question. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens surtout les fans les plus récents, qui se demandent s'il n'est pas has-been, on va dire les termes. Euh,
Moi, je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, de manière catégorique, c'est pas l'homme de la situation. Dans tous les cas, les joueurs qu'il a sous la main sont en train d'apprendre énormément et Wembanyama, malgré toute la frustration qu'il peut ressentir, il le dit que c'est quand même c'est une école du basket incroyable d'être coaché par Popovic, ne serait-ce qu'une saison dans ta vie, même si les résultats sont très décevants, on va dire, ou décevants. Je pense que on pourra dire que c'est pas ou plus l'homme de la situation si s'ils revivent plusieurs saisons de cette manière-là. Déjà, si la deuxième partie de saison nous semble pas productive, c'est-à-dire que si on voit pas sur quel joueur les Spurs vont pouvoir compter à l'avenir, je vois ça comme un grand laboratoire. C'est un peu le terme qu'utilisait Benjamin d'ailleurs, de par son ressenti en voyant les matchs, qui est quand même forcément plus pertinent que moi ce que là moi je vais vous dire. Je vois de l'extérieur, mais je pense que ce laboratoire, à un moment, forcément, ça doit se transformer en quelque chose de plus concret. Et si sur la deuxième partie de saison, c'est encore un peu le bazar, qu'on voit pas trop d'identité de jeu, on sait pas trop quels joueurs vont être autour de Victor, on pourra se dire bon, on verra la saison prochaine. Et si la saison prochaine, c'est toujours pas très clair, là, peut-être qu'on se dira que ça aurait été utile pour les joueurs d'avoir eu Popovic et tous les préceptes de Popovic, toute son expérience, ça leur aura pardon, été utile, mais que peut-être l'idéal serait un coach qui amène autre chose, une vision peut-être plus moderne, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout prêt à enterrer Popovic. J'ai aucune envie de l'envoyer à la retraite. Je le trouve toujours très intéressant à écouter dans l'analyse des matchs, de ses propres erreurs des joueurs, et je ne pense pas qu'il soit fini. Par contre, il y aura peut-être un moment où on pourra se poser la question. Là, je veux dire, ça aurait été ridicule, je pense, d'attendre une qualification en playoff des Spurs dès cette saison. On espérait mieux, on espérait que ce soit un peu moins curieux dans les rotations peut-être, avec Sohan meneur sur 15-20 matchs, on comprenait pas trop. Pas de meneur officiel de formation avec Victor, tout ça. Mais moi personnellement, je suis pas encore à ce stade-là. Ouais, non, je pense, comme toi, hein, moi j'étais quand même assez optimiste pour les Spurs cette saison, parce qu'en l'an dernier, en fait, pour les avoir vus jouer à plusieurs reprises l'an dernier, je trouvais qu'il y avait un fond de jeu qui était pas mal, que ça jouait déjà bien. Je me disais, bah, avec Victor, ils vont juste être plus forts. Donc moi j'aime bien ce côté expérimentation, mais je pensais que les résultats arriveraient quand même plus vite. Je parle pas de playoff ou même Mhm. forcément de play-in, mais que la saison serait quand même plus joyeuse du côté des résultats. Ça rejoint la deuxième question que j'ai retrouvée de Jules, qu'en posait deux pour les Spurs. Je vais la lire et puis après on pourra continuer à en discuter. Shai, donc Jules qui nous disait croyez-vous à ce mode lab dans lequel Pop teste et observe ce que peuvent faire ces potentiels sans leur donner de réels plans de jeu, de réels rôles qui les enfermeraient dans des cases un petit peu ce qu'il avait fait avec le Big Three, Duncan, Parker, Gino. Voilà. Est-ce que cela coïnciderait avec la philosophie de Victor de ne pas vouloir être rangé dans une case et d'avoir toutes les possibilités et aucune limite? Et là, je pense que c'est un peu le cas. Je pense vraiment que c'est un peu le cas. Qu'effectivement, il y a cette notion de laisser les joueurs tester un petit peu leurs limites, voire même parfois devoir jouer dans leur zone d'inconfort pour voir ce qu'ils peuvent en tirer. Moi, j'aimais bien l'expérimentation de Sohan en tant que meneur de jeu. On en avait parlé en début d'année. L'idée, je maintiens que c'est pas l'idée, l'objectif, c'est pas qu'il devienne un vrai meneur de jeu, mais c'est qu'au moment où le roster sera rééquilibré avec justement un vrai playmaker, bah, Sohan puisse se servir de toute cette expérience pour progresser dans son rôle et son poste à lui. Mais c'est vrai que là, je trouve malgré tout que les mauvais résultats de l'équipe. Moi, je t'avoue, par exemple, j'ai pas compris que Devin Vassell, à son retour de blessure, soit pas réintégré dans le 5 de départ tout de suite, qui passe par, qui ressorte du banc. Là, maintenant, il est à nouveau dans le 5. Ça j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre la logique derrière tout ça. Comme tu le disais, Shai, je pense qu'il va falloir voir la deuxième partie de saison. Déjà, ça sera riche en enseignements. Voir si Pop maintient sa ligne tout au long de l'année ou qu'il met. C'est pas de mettre un peu d'eau dans son vin, mais pour aussi que ses joueurs apprennent à gagner s'il repart sur des choses un peu plus classiques. Par contre, sur sa perception outre-Atlantique, beaucoup de gens s'interrogent sur la manière dont jouent les Spurs, mais j'ai pas eu le sentiment que Popovic était remis en question en tant que tel. C'est l'un des entraîneurs, voire l'entraîneur peut-être qui est le plus respecté aux États-Unis, tous sports confondus même. Voilà, c'est vraiment. Je vais pas dire qu'il est intouchable, mais je pense pas que lui en tant que tel ou sa philosophie soit vraiment égratigné à ce point. Non, c'est sûr. Je pense vraiment pas qu'on en est là. J'ai pas vu de segment, même de Stephen A. Smith ou autre, qui serait posé la question est-ce que Pop doit être envoyé à la retraite. Enfin, donc, je pense qu'eux-mêmes n'en sont pas encore là. Pour revenir sur l'aspect laboratoire,
Il faut penser à d'autres équipes qui ont utilisé ce mode-là et qui s'en sont bien sortis. Alors, ils n'ont pas exactement fait pareil, ça a mieux marché peut-être, mais il faut se souvenir de ce que faisait OKC il n'y a pas si longtemps, hein. Exactement. Très bien vu. Voilà, OKC a essayé une palanquée de joueurs de J-League, d'autres dont on aurait pu espérer même les voir se greffer à l'effectif actuel, hein, mais ils ont essayé plein de choses dans des différents systèmes, différents rôles. Ils ont vu un peu ce qu'ils pouvaient tirer au maximum de certains joueurs alors qu'il n'y avait pas de résultat. Et au final, ça se passe plutôt bien. Ils n'ont pas fait 78 trades pour monter une équipe. C'est des joueurs qui ont mangé un peu leur pain noir aussi à un moment. Et là, ça se passe bien. Après, ils ont un coach jeune et moderne, mais qui a aussi qui par certains aspects aussi peut faire penser à Popovic. Il a forcément étudié ce qu'a fait Popovic, il en a déjà parlé, Marc Daigneault. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre. Il y a eu quelques saisons où on se disait mais que fait OKC, c'est honteux, il faudrait les virer de la ligue, les déménager. Et aujourd'hui, c'est l'équipe la plus cool à voir jouer et on est en train de se demander si ça va pas être un outsider dans la conférence Ouest alors que c'est une des plus faibles moyennes d'âge de toute la ligue. Donc c'est pour ça que la patience, je sais que c'est très dur à notre époque de demander de la patience en tout point d'ailleurs, hein, il n'y a pas que dans le sport, mais parfois il faut savoir être patient et attendre avant vraiment de condamner ou de juger définitivement une équipe, un coach, des joueurs. Euh, on a le droit de se poser des questions, elles sont légitimes les questions sur les Spurs, tu l'as dit toi-même, pourquoi est-ce que Vassell joue pas là, pourquoi est-ce qu'on met pas un vrai meneur à côté de Victor, pourquoi ci et ça, pourquoi est-ce que Victor est limité en temps de jeu alors que lui dit qu'il peut jouer 40 minutes. Il y a des questions qui sont légitimes, mais je pense que il faut, enfin, je veux dire, Popovic a quand même, je pense, gagné le droit et le crédit qu'on lui accorde cette patience. Je veux dire, il a fait tellement. C'est aussi un contexte qui est, alors nouveau. Il a déjà eu ce contexte où il a dû reconstruire un peu, notamment au début de son mandat avec San Antonio, mais lui aussi côté formateur et tout ça. Donc je pense que lui-même apprend, continue d'apprendre là avec cette situation. Donc ne les condamnons pas trop tôt et je pense qu'il sera bien temps de se poser les questions qui fâchent si ça se poursuit dans le temps. Ouais, carrément. Allez, je te propose l'autre question posée par Jules au sujet des Spurs pour qu'on reste, puisqu'on reste sur le sujet. Voilà ce que nous disait Jules. Lamarcus Aldridge, ancien joueur de la franchise des Éperons et célèbre pour son fadeaway mid-range létal, a récemment fait une sortie médiatique et a parlé de Victor en disant qu'il avait beaucoup de skills, mais qu'il n'avait pas encore de signature move et qu'il devrait en développer un. Ne pensez-vous pas que pour l'instant, il ne s'agirait pas de go-to move à développer, mais plutôt d'une meilleure intégration de Victor avec une hiérarchie plus affirmée dans les rôles de chacun, des plays qui soient dessinés pour lui et avoir un vrai poste 1 Jones à ses côtés. En PS, il disait avec ces conditions, même sans signature move, ses stats passeraient de 19 à 30 points et les Spurs gagneraient plus de matchs et le titre de rookie de l'année ne serait même pas un débat. Donc ça, c'est l'avis de Jules. C'est intéressant, je vais revenir sur la question du go-to-move. C'est un peu étonnant, effectivement, je trouve, venant de Lamarcus Aldridge comme sortie, parce que c'est vrai que ça rejoint un petit peu ça, ce qu'on disait avant. Je pense que Victor, à ce stade de sa carrière, il est en train comment dire, de découvrir un petit peu tout ce qu'il peut faire sur un terrain. C'est une des choses que je trouve intéressante malgré tout dans ce concept de lab des Spurs, c'est qu'on lui laisse beaucoup de champ finalement pour tenter des choses. On lui laisse faire ses erreurs, apprendre oui voilà, tenter des choses, faire des erreurs, un petit peu comme il le faisait aux Metropolitans l'an dernier avec Vincent Collet. Je pense qu'effectivement, un go-to-move, il va en développer un. C'est sûr, il y a déjà des choses sur lesquelles il est quasiment inarrêtable. Je veux dire, on ne le voit pas encore beaucoup jouer dos au panier. Je sais que c'est notamment un des reproches souvent qui est fait autour de la manière dont il joue aux Spurs. Mais ce qui est sûr, c'est que fadeaway, je veux dire, il sera jamais contrable. C'est comme le tir de Dirk Nowitzki à 47 ans avec les Mavs du poste haut, Mhm. là, et tu pouvais pas le contrer, tu pouvais juste espérer qu'il rate. C'est le cas avec Porzingis, quand il se retourne, bah, tu peux espérer qu'il rate. Ça, de toute façon, il aura toujours ça, Victor. Par contre, je trouve ça intéressant qu'il puisse développer sa palette au maximum, qu'on lui laisse vraiment le champ libre pour pouvoir tenter beaucoup de choses. Je pense que c'est une excellente chose pour Victor. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a eue justement avec Benjamin quand on parlait de Wembanyama. Il me parlait de ce truc avec Aldridge et il se posait la question sur les go-to-move. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en vigueur en NBA aujourd'hui alors que par le passé, tous les joueurs avaient leur move signature quasiment, le truc sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Je ne sais pas si j'imagine Victor développer genre le move létal qui va reproduire à chaque fois. Par contre, je pense qu'il découvre petit à petit les zones dans lesquelles il est plus à l'aise. Je pense que lui-même a envie d'expérimenter, comme tu le disais, à peu près toute la palette dont il dispose et elle est invraisemblable. Enfin, on n'a jamais vu un joueur qui théoriquement pouvait faire autant de choses et marquer de manière aussi différente.
Et cette question de sa propre identité, elle se pose et elle est très actuelle, mais il a du temps pour la trouver aussi. Là, forcément, il n'y a pas de résultat immédiat. Lui n'a pas eu l'habitude de perdre des matchs comme ça depuis qu'il a commencé le basket. Donc ça joue aussi, mais je pense pas qu'il ait vraiment besoin de développer un tir à la Dirk, un hook comme Jabbar. Voilà, je sais pas s'il a vraiment besoin de ça, tellement il sera capable de marquer de manière différente. Je pense que sur certains matchs, il va analyser le point faible de telle équipe, il va analyser les match-ups qu'il aura, et il s'adaptera en fonction pour parvenir au stade que Jules évoquait, c'est-à-dire celui où il marquera immanquablement 30 points par match. Et je pense que ça, il l'a déjà dans les pattes. En vrai, peut-être que dans une autre équipe, il serait déjà à 30 points avec un autre fonctionnement. Une équipe qui chercherait à gagner tout de suite, peut-être qu'il serait à 30 points par match, c'est pas impossible. Mais moi, j'aime bien sa réflexion qui était déjà la sienne avant même d'arriver aux Spurs et avant même d'être dans cette situation, qui était de se dire je ne m'interdis rien. Si j'ai envie de défendre sur un meneur, je défends sur un meneur. Si j'ai envie d'être. Il en a parlé d'ailleurs il n'y a pas plus tard qu'après le match contre Portland. Il a dit ok, je joue pivot maintenant, mais dans les faits, 30% du temps, je suis le meneur de l'équipe. Et ça ne le dérange absolument pas. Donc, pour ce qui est de sa palette offensive, moi, je suis content qu'ils se disent sur un match tiens, aujourd'hui, je vais être un shooter de volume. Aujourd'hui, je vais bourriner la peinture parce que c'est ce qui va le mieux marcher. Je vais réclamer des alley-oops, je vais faire ci, ça. Voilà. Moi, ce côté expérimental, en ce qui concerne Victor, me plaît bien. Voilà. Après, est-ce que peut-être que lui, un jour, va se dire bon, maintenant, il y a besoin de gagner, il faut que je fasse ce move-là 6-7 fois par match, et c'est ce qui fera son beurre à lui en NBA, c'est possible aussi. Mais on parle d'un joueur tellement unique et ouais, unique qu'on n'a jamais vraiment vu avant que faut pas, je pense pas qu'il faille le mettre tout de suite dans des cases éventuelles. Non, je suis d'accord pour les cases, mais pour la question de. C'est vrai que go-to-move et signature move, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et que go-to-move, je pense que vu ses qualités de tir et sa taille, si tu dois gagner un match, il y a un moment où, de toute façon, lui donner la balle au poste haut, que ce soit au niveau des elbows, comme c'était le cas pour Dirk, ou, tu sais, dans le short corner, donc pas forcément le jeu posté, un petit peu entre la raquette et la ligne à 3 points, ça sera un move ça sera un geste qui sera indéfendable, parce que de toute façon, il est trop grand, il a une trop bonne qualité de tir pour pas continuer à progresser dans ce registre-là. Je pense Ouais. que voilà, en fin de match, je serais pas étonné du tout si à l'avenir ça reste le truc. Il faut un panier absolument. Je pense que c'est là qu'on donnera la balle à Victor. Ouais. Allez, une autre question qui nous vient de Philo76. Qui est le plus fort intrinsèquement entre Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant? Pa. La Là, question c'est comme bourbier. s'il te demandait de choisir entre ton père et ta mère, hein, Shai, tu peux l'avouer. Ah là là, non, ouais, j'ai quand même une préférence pour Shea pour de basses raisons patronymiques, évidemment. Euh, c'est des joueurs différents quand même, hein. Moi, je pense, après, ça dépend ce qu'on appelle intrinsèquement. Est-ce que c'est quoi le potentiel, le talent offensif? Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur infiniment plus complet que Ja Morant. C'est-à-dire qu'on le voit, et c'est un joueur ultra efficace. C'est un joueur dont la défense est encore très sous-cotée. Je vous invite à aller regarder les stats, le total, hein, pas forcément la moyenne, mais en volume, il est dans les tops sur les interceptions et sur d'autres stats défensives. C'est un joueur qui est très, très complet. C'est déjà un franchise player inspirant. Je parle pas d'en dehors du terrain, on va parler juste de basket. Je trouve que c'est un joueur plus complet que Ja Morant. Après, athlétiquement, Ja Morant, il a très peu d'équivalent à son poste en NBA. C'est un joueur d'une explosivité et c'est un tueur en attaque à la finition aussi. Mais je trouve Shea plus complet, tout simplement. Si on doit faire un power ranking des joueurs, je le mets parmi les 5-10 meilleurs de la ligue aujourd'hui. Alors que Morant, il serait plus borderline top 10 si on parle du mode de sa meilleure version avant les galères. Il peut être dans le top 10 ou pas loin, mais voilà, je préfère Gilgeous-Alexander. Si tu me demandes quel franchise player choisir aujourd'hui, je prends Shea. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Shai, tout simplement parce que Shai est globalement meilleur en fait sur quasiment tout. En fait, il est bien plus complet, et l'aspect défensif il est vraiment important parce que Shai est peut-être sous-coté par rapport à son niveau défensif, mais en fait Ja Morant est vraiment catastrophique en défense, donc le gap de ce côté-là est énorme. Et il y a une chose pour moi qui est toujours super importante quand on essaie de comparer les joueurs, c'est effectivement l'efficacité.
Je veux dire, SGA, c'est un des joueurs les plus efficaces. C'est pas simplement un gros scoreur, c'est que ses pourcentages sont complètement dingues. Il y a quasiment pas de déchets. Voilà. À l'heure actuelle, je pense qu'intrinsèquement, vraiment, puisque c'était ça précisément la question, je pense que Shea est bien plus fort que Ja Morant aujourd'hui. Ouais, après, est-ce que, enfin, Ja Morant, tout dépend de ce qu'il nous demande vraiment. Est-ce que le potentiel de style, de finition près du cercle, de dunk, ok, Morant a une plus grande variété. Et je ne dis pas que Ja Morant ne peut pas être un franchise player. La preuve, c'est que j'ai aimé les Grizzlies des dernières années avec lui en tant que tête de gondole. Donc, c'est que je crois en ses capacités-là. Mais on parle d'un joueur, voilà, chez Gilgeous-Alexander, on parle vraiment d'un joueur incroyable qui aurait même pu, à mon avis, être très fort sur d'autres époques, vu le style de jeu qu'il est en train de nous démontrer. C'est un tueur dans le mid-range. Et je le trouve encore sous-coté, c'est ça qui est incroyable en fait. Bon, je parlais de l'aspect défensif. euh, il est sous-coté défensivement, il est sous-coté au playmaking. Voilà, j'aime vraiment énormément de choses chez lui et je pense que là, il est dans la discussion pour le MVP. Alors là, c'est pas une question là-dessus, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est dans la discussion. On en parlait l'autre jour, mais il est vraiment phénoménal. Ouais, complètement d'accord. Allez, une autre question vraiment que j'ai trouvé vraiment intéressante. Si vous étiez contender, n'y aurait-il pas un joueur sans contrat intéressant à signer au minimum vétéran pour donner plus de profondeur au banc? Et là, on nous propose Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins, Dwight Howard. Pourquoi ces joueurs restent-ils au placard? Ne feraient-ils pas mieux que certains joueurs que les équipes ont dans leur effectif? Par exemple, Javali McGee à Sacramento, Bol Bol à Phoenix ou le frère de Yanis à Milwaukee. Le frère, le pauvre, il a même plus de prénom, le frère de Yanis. Ok. Pauvre Thanasis. Je comprends la question parce que tu as dû voir le post de Dwight Howard, mon gars Dwight, qui a dit non, mais regardez, les Pistons devraient appeler une escouade avec moi. Je ne sais plus qui l'a dit dedans, bah, Isaiah Thomas, Michael Beasley. Enfin, bon, ça fait un peu Suicide Squad dit comme ça avec Beasley dedans. Je comprends la réflexion de Dwight Howard et même de gens qui disent oh, mais c'est pas normal que ces gars-là soient plus dans la ligue. On parle de talent invraisemblable. Dwight Howard, pour moi, il est dans les 75 all-time. Il aurait dû être dans la liste avec ce qu'il a accompli en tout cas sur la première partie de sa carrière. DeMarcus Cousins, c'est un des intérieurs les plus talentueux de sa génération. On parle d'Isaiah Thomas que j'ai adoré. Enfin, si vous avez lu le MOOC Boston, on a fait un portrait de lui et son histoire est géniale et c'est un gars qui a vraiment pas eu de bol et qui aurait mérité une autre trajectoire. Mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté que c'est d'avoir un joueur très connu et qui est tombé un peu en disgrâce à côté en comparaison d'un joueur qui est besogneux, qui va rien dire, qui médiatiquement ne va pas ne pas intéresser les gens, mais du coup c'est aussi de la tranquillité en plus. Alors que si tu récupères alors Dwight Howard, il va faire le show, on sait, il a un côté clown, il a un côté euh, médiatiquement envahissant. Parfois c'est bien, parfois c'est plus problématique. Donc c'est pour ça que ces joueurs-là, je pense, ne trouvent pas de contrat. Et parfois eux-mêmes sont pas prêts à venir pour le minimum vétéran, faut le dire ça aussi. C'est-à-dire Mm. qu'ils peuvent gagner plus d'argent ailleurs et ils ont gagné tellement d'argent avant que c'est difficile pour eux de se réadapter à ça. Et je pense que c'est ce qui explique parfois que les franchises veulent pas se mouiller. Pour Cousins, ça peut être un mix entre les blessures et le caractère qui est toujours pas facile. Pour Dwight, c'est tout ce que j'ai dit là. Et pour Isaiah Thomas, je pense que tristement, les GM le considèrent comme totalement cramé physiquement avec la blessure à la hanche qu'il avait eue avec son départ à Après Boston. Boston. Voilà. Et donc, ils veulent pas s'encombrer de personnalités plus fortes et peut-être moins insipides que certains qu'ils ont là et préfèrent des soldats vaillants que des anciens généraux en quête de relance. Je pense que c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, t'as raison sur le statut, hein, c'est jamais simple finalement d'intégrer des joueurs qui ont été très forts et de leur donner des bouts de minutes en bout de banc. Pour Dwight Howard et pour DeMarcus Cousins, je suis pas étonné finalement qu'ils aient pas leur chance. C'est pas inintéressant la question autour d'Isaiah Thomas. C'est vrai que c'est vraiment, je pense, son état de forme actuel parce que pour le coup, je pense que c'est le type de joueur qui, en tant que leader et de vétéran, aurait pu ou pourrait aider des équipes jeunes et faibles. Tu penses à Détroit tout de suite et surtout des équipes qui jouent rien de, enfin, qui n'ont pas d'objectif à court terme parce que aussi fort enfin, on sait ce qu'il peut apporter dans une équipe Isaiah Thomas. On connaît aussi ses limitations défensives qui sont essentiellement dues à son format, hein, tout simplement. C'est pas qu'il manque de cœur ou d'envie. Voilà, donc dans des équipes faibles en reconstruction avec des jeunes joueurs, la question aurait pu se poser, mais je pense malgré tout, comme tu l'as dit, que son état de forme physique ou son état de performance lui permet plus d'intégrer une équipe. C'est triste quand même. C'est celui qui, toi, des trois, c'est celui pour lequel j'aurais le plus Aussi. aimé quand même qu'il puisse réintégrer un roster. Moi aussi, son histoire est tellement triste. Enfin, il n'a pas pu signer le contrat massif
qu'il aurait dû signer parce qu'il a essayé de jouer malgré une blessure à la hanche pendant les playoffs. Il y a sa sœur qui meurt, il joue le lendemain quasiment. Enfin, l'histoire, si vous la connaissez pas, elle est assez incroyable. Et pour répondre un peu à la question, sur quel joueur moi je miserais, juste pour le fun, parce que c'est ce que il a, je sais même plus quel âge il a quoi, 44, 45 ans. Parce que j'ai l'impression que même à 60 ans, tu lui donnes un ballon, il se fout en ISO, il va te mettre 15 points. Je prendrais Joe Johnson, juste pour le délire. ISO Joe, sur une série sur un match, tu sais qu'il va le mettre, ou même Jamal Crawford. J'ai l'impression que ces mecs-là, ils t'apporteront toujours un truc. Alors pour un contender, je sais pas, mais voilà. S'il faut sortir un vieux de la retraite je sais même pas s'il a la retraite Joe Johnson. Est-ce qu'il a officiellement annoncé sa retraite? Je sais. En plus, vu le volume qu'il a, il peut jouer power forward ou Exactement. stretch five. Hein. Je sais pas si t'as vu dans quel état de forme il est. Eh oui. Mais donc voilà, pour le fun, je répondrais ça. Et sinon, je comprends la prudence des équipes à recruter ces joueurs-là, même malgré tout l'affection que je peux avoir pour tous ceux qu'on a cités. D'ailleurs, il n'y en a aucun. Alors bon, Michael Beasley, un peu compliqué au niveau personnalité, mais même j'aime certains aspects de Cousins. J'ai adoré Dwight Howard à un moment de sa carrière aussi. Donc, mais voilà, c'est malheureusement compréhensible qu'il soit plus là. Ouais, c'est clair. Allez, une question de Mickaël. Alors, il en a envoyé deux. J'ai adoré l'introduction de sa première question. Bonjour et d'avance désolé pour la PLS dans laquelle sera la PIM, entre guillemets. Antoine Pimel appréciera de faire appeler la PIM. Oui, il n'est pas là pour répondre malheureusement. Donc voilà ce que nous dit Mickaël. Quand on regarde Milwaukee, qui n'a clairement pas step up avec l'arrivée de Lillard et le départ de Holiday alors que Middleton joue, et qu'à cela, on ajoute le fait qu'à chaque fois que Milwaukee rencontre une équipe avec un gros meneur, elle fait une mixtape. Jalen Brunson sort 2 matchs à 36 et 38 points. Peut-on émettre l'hypothèse que les joueurs à la Lillard, exceptionnels en attaque mais mauvais en défense, sont surcotés par rapport aux joueurs version Holiday, attaquant correct mais défenseurs exceptionnels? Ouf, c'est une question intéressante. Enfin, c'est formulé de manière un peu pour throw some shades à Damian Lillard, on a compris. Euh, alors, est-ce que moi je renverserai un peu la question? Est-ce que c'est pas plutôt l'impact de joueurs comme Jrue Holiday qui est sous-coté par rapport à. Moi, je trouve pas que Damian Lillard soit Même. surcoté. Mm. C'est-à-dire que c'est un joueur fantastique. Même là, il a raison de parler de la moins-value que ça apporte en défense, mais la plus-value en attaque. Et là, il est en train de préchauffer, Lillard. Il est à 40% de l'impact offensif qu'il peut avoir, je pense, et qu'il aura à un moment de la saison. Après, j'aimais l'équilibre qu'avait Milwaukee avec Jrue Holiday et je trouve que c'est un joueur incroyablement sous-coté, même si on en parle de plus en plus. Donc je raisonnerais plutôt comme ça. Je dirais plutôt qu'on a trop longtemps sous-coté l'importance de joueurs comme sous-estimé l'importance de joueurs comme Holiday, qui est d'ailleurs pas un peintre en attaque, hein, soit dit en passant, euh, à côté de joueurs peut-être plus unidimensionnels, mais quand ils sont à un niveau offensif comme les Lillard, comme a pu l'être Curry, quand il était moins bon défensivement qu'à certains stades de sa carrière, je veux dire, ils sont tellement haut, tellement loin sur le curseur offensif que ça se compense quelque part. Donc non, je ne considère pas que Lillard est un handicap. Il sera peut-être ciblé, mais c'est aussi aux Bucks de trouver les réponses pour le planquer dans certains schémas défensifs. Et des équipes l'ont fait très bien par le passé. Les Warriors, avant que Curry s'étoffe un peu et prenne de la bouteille défensivement, il était ciblé et il était en difficulté. Mais il est tellement fort offensivement, et c'est le cas de Lillard aussi, que non, je ne pense pas qu'il faille dire que ce sont des. Alors, tu n'as pas utilisé ces termes-là dans ta question, mais c'est pas des arnaques, ils sont pas surcotés, je pense pas. Par contre, voilà, les joueurs comme Jrue Holiday sont sous-cotés et sont, je pense, encore sous-cotés aujourd'hui. À Boston, il est comme un poisson dans l'eau. Il apporte des deux côtés du terrain et c'est une recrue fantastique pour Boston. Voilà. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un trait qui est inhérent à notre sport. Ça se voit très bien, même dans les départs, les Mhm. niveaux les plus bas. Si vous jouez en départ ou autre, les coachs ils vont dire ouais, il faut défendre fort. De toute façon, je vais prendre que les mecs qui défendent. Et puis, dès qu'il y a un mec qui a un gros score qui pointe son nez, bon, ouais, bah, lui, il s'est pas entraîné. Non, mais il va jouer quand même parce que c'est un gros match au week-end. C'est toujours comme ça, même. C'est vrai pour les stars, c'est vrai aussi pour les remplaçants. Finalement, il y a des tas de joueurs. On se dit, mais pourquoi ce mec-là, il a fait 15 équipes? À chaque fois, il est bon, à chaque fois, il apporte. Je peux vous donner la réponse parce que c'est un joueur de complément qui défend fort, mais qui n'est pas particulièrement fort en attaque. Et de l'autre côté, tu as des mecs, tu dis, mais lui, il met ses points, mais il t'aide pas à gagner une équipe. Et ce mec-là, il va jouer 12, 15 ans peut-être avec des salaires qui seront au-dessus. C'est un petit peu toujours la même chose. Alors, je suis d'accord comme toi, Shai, pour dire que les joueurs comme Jrue Holiday sont sous-cotés. C'est un joueur que j'adore. C'est sans doute l'un des joueurs les plus sous-cotés, même à l'heure actuelle, encore en NBA. Mais pour autant, voilà, quand tu as l'opportunité d'avoir un joueur comme Damien Lillard, un score de ce potentiel-là,
je comprends que ça fasse rêver les équipes. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante. Il y a Zach Lowe, d'ailleurs, et j'ai entendu Zach Lowe et JJ Redick dans 2 émissions différentes en parler, de ce fameux adage qui dit, tu sais, on dit toujours, pour gagner, la défense te permet de gagner des titres. Ouais. Et en fait, quand on regarde stats à l'appui, on se rend compte que ça reste vrai. Il faut que tu aies une bonne défense, mais que finalement, avoir une défense d'élite ne te garantit plus autant que par le passé de pouvoir aller très loin, de faire des finales ou d'être champion, que par contre, il te faut toujours une défense solide, mais maintenant, tu peux plus gagner si tu n'as pas une attaque élite. C'est en train de... Alors, je suis pas en train de dire que l'attaque est en train de complètement remplacer la défense, mais il y a quand même voilà, un état de fait qui fait que ça s'équilibre un peu plus et que les équipes cherchent toujours des gros scoreurs. Ça restera toujours la vérité. La preuve, le champion en titre Denver, on n'a pas dans l'idée que c'est une défense de fer. Par contre, c'est tout un système offensif magnifique et bien huilé avec un joueur unique. Mais si tu prends individuellement les joueurs, à part peut-être. Bon, si, quand même, bon, Caldwell Pope et Gordon, par exemple, c'est des défenseurs très solides. Bruce Ouais, Brown Bruce était bon Brown aussi, l'an mais, dernier. mais Ouais. c'est pas une équipe verrou comme qu'on a pu en voir par ailleurs. Donc oui, je pense que c'est assez vrai. Je l'ai écouté ce passage, c'était Reddick avec Legler, je crois. Ouais. C'était intéressant. Mais après, les équipes cherchent de plus en plus à être équilibrées, je trouve, parce que Boston, par exemple, on parlait d'Holiday, ils ont cherché à se renforcer défensivement tout en gardant une force de frappe offensive. Milwaukee a accepté de s'affaiblir un peu défensivement en faisant venir Lillard, mais ils ont quand même de quoi faire défensivement aussi. Tu vois, la question pour en revenir à la question de base, si Lillard avait débarqué dans une équipe qui était moyenne défensivement, voire faible défensivement, j'aurais dit que ça n'avait pas beaucoup de sens et que là, ce move aurait été surcoté. Mais on parle d'une équipe où il y a Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Chris Middleton, qui sont des mecs qui ont été dans des All-Defensive Teams, voire des Defensive Player of the Year. Donc c'est moins problématique quand même, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Et d'autant que pour le cas des Bucks, au-delà du départ de Jrue Holiday, enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, c'est que finalement, les Bucks ont perdu 3 de leurs meilleurs défenseurs parce qu'ils ont perdu Jrue Holiday, ils ont perdu aussi Jevon Carter, qui est excellent dans ce registre-là, et même Grayson Allen, qui, voilà, en playoff, on peut en penser ce qu'on en veut. Moi, je pense que c'est plus un joueur de saison régulière, mais par contre, qui défensivement était lui aussi très solide. Et en fait, c'est le fait d'avoir perdu ces 3 joueurs-là sans qu'ils soient vraiment remplacés dans ce registre-là et d'avoir récupéré Damien Lillard, plus le fait que le nouveau coach a complètement changé les plans de défense en début de saison, je pense que tout ça a contribué quand même au mauvais départ de Milwaukee cette année, quoi. Clairement. Allez, on enchaîne avec... sur quoi on enchaîne? Allez, une question d'Arnaud qui concerne Killian Hayes. On en parlait hier, les Pistons qui font vraiment peine à voir. Petite question, dans quelle équipe pourrait se relancer Killian Hayes? Huh. Ouais, une équipe où il faudrait une situation où on lui rappelle pas non-stop qu'il est que c'est un loterie pick. Une équipe où il y a, c'est bête à dire, mais des bons joueurs autour. En fait, on en avait déjà parlé. Moi, j'aimerais pour lui une équipe qui est fonctionnelle et qui a des ambitions même moyennes, hein, tu vois. Et où il a des joueurs qui autour de lui permettent de mettre en valeur ses qualités, c'est-à-dire du playmaking. S'il a des forts attaquants avec lui, bah forcément, c'est pas décisif. Je pense qu'il en fera au moins autant. Sa défense est intéressante. Donc là, c'est sûr, on le voit, il y en a plein. Je sais qu'il y en a plein qui ont quitté le navire Kylian Hayes et c'est difficile de leur en vouloir parce que il a un peu de mal à se stabiliser. Il fait partie d'une équipe qui est sur la pire série de défaites, peut-être bientôt de l'histoire du sport américain. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ça, ils auront gagné un match, on leur souhaite. Mais euh, alors une équipe précisément. Est-ce que San Antonio, ce serait pas mal, par exemple? Alors, ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs confirmés, mais il y en a quand même. Ouais, une équipe comme ça, avec des fondamentaux solides, qui sait s'appuyer sur un meneur qui sait passer et défendre, ça réglera pas le problème qui est celui de son shoot et de la fiabilité de son shoot, mais San Antonio, c'est quand même une bonne école pour progresser au shoot, on l'a vu par le passé aussi. Voilà, moi, juste, c'est triste, c'est juste une équipe un peu fonctionnelle où le coach aurait confiance en lui, je pense, tout bêtement. Une équipe en particulier, à part San Antonio comme ça, j'ai pas une vraie proposition, par contre. Non, l'espoir, c'est un très bon choix. Après, c'est vrai que finalement, cette année, à Détroit, il a eu du temps de jeu. Finalement,
il a eu du temps de jeu, il est sur le terrain. Là, il est un peu noyé dans les mauvais résultats de son équipe parce qu'il a fait des belles perfs. Même Mmh. on sait voilà, que l'adresse de loin, ça reste quand même, je pense, effectivement, le baromètre qui lui permettra de se faire une place ou non. Mais il a montré des belles choses cette année aussi dans ce registre-là. Une justesse de jeu. Le truc pour Kylian Hayes, c'est que bah, forcément, plus ça va, moins c'est un jeune joueur, entre guillemets. Et donc, moins il va avoir de. Comment dire de, plus on va attendre de lui qu'il soit efficace tout de suite. Donc, les Pistons, c'est tellement catastrophique cette année, c'est dur de voir finalement ce qu'il y a à en retirer. Mais au bout du compte, et dans une équipe faible où il a eu du temps de jeu, c'est pas un contexte qui est si catastrophique quand tu essaies de montrer que tu peux jouer, quoi. Mais c'est vrai qu'avant qu'il y ait cette série, de défaites invraisemblables, on se disait on réclamait même, un peu plus de justesse à son sujet, de clémence parce qu'on le trouvait, intéressant. On le trouvait il y avait ces matchs où il faisait, entre 8 et 11 passes, décisives où défensivement il tenait la route parce qu'il tient toujours la route défensivement et le fait qu'il fasse partie de cette série de défaites, même s'il a manqué, une bonne partie des derniers matchs, il vient seulement de revenir, ça fait revoir le jugement malheureusement. Il n'a pas échappé au naufrage, non plus. Il est ressorti, du 5, c'est peut-être plus le contexte qu'il a eu les opportunités, mais moi, je veux le voir dans un autre contexte aussi. Il a le droit à une autre chance, une autre opportunité. Comme je souhaitais un autre contexte pour Franck Ntilikina, ça n'a pas fonctionné. À Dallas, il a eu un rôle défensif qui n'était pas inintéressant, mais et après à Charlotte, il vient de se blesser. Mais je pense que les joueurs méritent d'être vus dans différents contextes. Euh, et je pense que ça vaut pour Kylian Hayes aussi. Je trouve ça injuste de dire qu'il n'a pas sa place, qu'il doit retourner en Europe. Je pense qu'il a montré des choses quand même qui permettent de dire qu'il a des qualités qui sont exploitables en NBA et pas tout au bout d'un banc, je pense. Ce que je lui souhaite en tout cas. Ouais, bah on verra, à voir pour la suite. Puisqu'on est sur ces questions de fit, je te propose de reprendre une autre question de Philo76, qui avait une question au sujet de Pascal Siakam. Clairement, vu le début de saison de Toronto, on se doute que Siakam va partir avant la trade deadline. À la place du Camerounais, dans quelle équipe préféreriez-vous le voir tomber à moyen terme entre Golden State, OKC, Dallas et Sacramento à l'ouest, et Atlanta, Indiana, Brooklyn et New York à l'est? Ça fait beaucoup d'équipes tout ça, mais Ça fait beaucoup et on n'est pas si sûr qu'il bouge, hein, parce que Toronto, c'est quand ça, même dur à lire ce qui se passe. on sait toujours pas si Masai Ujiri il croit dur comme fer dans ce noyau dur là, dans ce noyau de joueurs qui est là depuis quelques années, ou s'il attend juste la bonne opportunité. Mais je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que Siakam, où qu'il aille, c'est un game changer. J'adore la panoplie qu'il apporte sur le terrain. C'est un mec qui a déjà gagné un titre, donc même si c'était pas le franchise player, ça a été un des joueurs les plus importants de Toronto l'année où il gagne le titre. Certes, il y avait Kawhi qui marchait sur l'eau, mais il faut pas oublier ce qu'a fait Siakam, qui a explosé cette année-là. Alors parmi toutes les équipes qui ont été citées, donc là la question c'était à sa place. J'aime pratiquement toutes les options, à l'exception de quelques-unes. J'aime beaucoup l'option. Si on va à l'est, j'aime beaucoup l'option Indiana. Je le vois, j'aimerais bien le voir accompagner la montée en puissance de la franchise autour d'Haliburton. Après, objectivement, OKC, ce serait parfait. Enfin, si tu veux une équipe qui est déjà compétitive, où il n'y a pas tellement de problèmes d'ego, OKC, ce serait très fort pour lui aussi. Tu te rends compte, enfin, tu le mets avec Holmgren, il y a déjà Shea, les Jalen Williams, enfin, l'effectif serait incroyable en termes de talent. Golden State, ça pourrait leur permettre d'injecter un peu de sang neuf avec un joueur All-Star, mais après, quel move tu fais pour convaincre Toronto de te lâcher Siakam? C'est là, en l'état actuel, Wiggins, quelques jeunes, est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas, mais ça peut être aussi une bonne option. New York, je ne sais pas pourquoi, paradoxalement, ce serait bien, mais je n'arrive pas à le voir là-bas. Et pareil pour Brooklyn, je ne sais pas si c'est vraiment là où il. C'est pas tellement ce dont ont besoin ces équipes-là, j'ai l'impression. Ces deux-là ont plus besoin d'un joueur étendard, un peu une superstar pour combler le public et qui leur ferait vraiment passer un cap en playoff. Ils ont déjà des joueurs très forts et intéressants, mais je pense que c'est plus ça qui leur manque. Et Siakam, pour moi, n'est pas un numéro 1 d'une équipe. Par contre, c'est un lieutenant phénoménal. Donc, quasiment toutes les équipes-là, même Atlanta, par exemple, qui est pas très bien en ce moment, mais je le verrais bien là-bas et je pense qu'il changerait beaucoup de choses. Pour toutes les équipes, il changerait quelque chose, mais préférence peut-être à Indiana, OKC, je dirais. Ouais, non, c'est intéressant. De toute façon, je pense que OKC et même dans une certaine mesure les Nets sont peut-être parmi les équipes qui étaient proposées celles qui auraient la meilleure contrepartie à proposer à Toronto en fait, qui auraient voilà, des atouts qui pourraient intéresser vraiment les Raptors. OKC, je pense que c'est effectivement ça serait une belle destination, mais
finalement, je pense que ils vont quand même attendre. Moi, je serais très, très surpris qu'OKC bouge beaucoup avant d'avoir au moins eu une série de. Enfin, Exactement. pas une série, pas forcément une série, mais une campagne de playoff, en tout cas avec cet effectif-là. Par contre, on sait que c'est une équipe qui va être obligée de bouger parce qu'ils pourront pas garder tous leurs jeunes. Ils ont plein de jeunes talentueux, donc ça, c'est top. Ils ont plein de choix de draft en poche. Donc, il y a un moment, ils seront obligés de bouger, même, tout simplement, même s'ils veulent pas perdre leurs assets. Donc, mais je pense que c'est plus la saison prochaine en fait qu'il faudra regarder du côté d'OKC Exactement, ouais. parce que voilà, il y a un moment, il faudra payer les joueurs en fait. J'ai oublié de mentionner Dallas qui était dans les propositions. Oui, Dallas, ce serait bien aussi. oui, Dallas, ce Dallas, serait ouais. bien. Pareil, je sais pas exactement avec quoi ils pourraient convaincre Toronto de bouger, mais juste sur le fit, bah, tu as Siakam, Doncic, Irving, on t'apporte un peu de qualité défensive à une équipe enfin, dont les deux joueurs principaux en ont très peu, mais ils compensent par le fameux curseur offensif poussé au max dont je parlais tout à l'heure. Ouais, Dallas aussi, ce serait intéressant, mais il nous manque encore une fois Antoine Pimel pour nous inventer un trade qui permettrait de faire fonctionner tout ça. Ouais, du côté de Dallas, c'est plus sur la contrepartie. Je sais pas trop ce que Dallas pourrait proposer. On sait qu'ils n'ont pas forcément énormément de pics. On sait aussi que c'est dur de miser contre une équipe qui a Luka Doncic parce que si tu penses qu'il va rester à Dallas, il y a peu de chances que l'équipe passe par une case tanking. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des pics de Dallas si ça te ramène je sais pas, un 18e ou 19e tour de draft? C'est Pas clair. sûr. Enfin, pas tour, mais pic, pas tour de draft, bien sûr. Une question de Grand-Pierre qui nous demande: est-ce que vous pensez que les scouts NBA accordent trop d'importance aux qualités athlétiques et aux skills et pas assez à la mentalité de la gagne et à l'intelligence tactique? Je pense notamment aux innombrables freaks haut draftés qui flopent en comparaison des nombreux styles de draft qui sont souvent des joueurs intelligents. Bah, oui, oui, tout simplement, et ça date pas d'aujourd'hui, je pense. Il y a des franchises qui sont quand même spécialistes de ces bons coups parce que ce soit les scouts ou les GM, enfin, ou tout le front office arrive à prioriser cet aspect mental. À chaque année, on apprend des nouvelles, des nouveaux trucs sur des questions invraisemblables posées à des joueurs avec des anecdotes folles pour tester leur mental en fait et leur capacité à réagir sous pression dans un certain contexte. Tu vois. Il y a des équipes comme ça qui, on voit clairement qu'elles priorisent ça. C'est rarement celles qui piquent très très haut quand même. Où là, c'est presque une tradition de drafter le plus haut potentiel, qu'il soit athlétique ou technique. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui privilégient le potentiel athlétique et moins technique, mais plus athlétique, ou le profil, en tout cas, le potentiel théorique que l'apport immédiat. C'est pour ça qu'on voit des joueurs qui ont fait 2, 3, 4 ans à la fac arriver à être immédiatement forts et contribuer dans des équipes ambitieuses. Donc après, c'est jamais une science exacte la draft. Hein. Et puis c'est toujours facile après, 5 ans après, de venir dire non, mais là c'était évident, il fallait prendre lui. Mais oui, oui, je pense que c'est une réalité par contre. C'est une réalité que il y a toujours cette petite défiance de prendre des joueurs expérimentés et par expérimentés, j'entends aussi donc qui ont du vécu et qui ont plus appris tactiquement en restant à la fac, par exemple, que des et qui sont pas pris au profit de joueurs qui ont des potentiels athlétiques ou techniques ou une taille indécente. Enfin, tu vois, récemment, il y a des exemples à la James Wiseman qui a très très peu joué à la fac et qui a été pris sur le potentiel et qui a du mal. Et j'ai pas tous les joueurs en tête, mais il y en a quand même, il y en a quand même un paquet qui ont été pris sur ces critères-là et qui malheureusement n'ont pas encore donné satisfaction et qui ont provoqué des accidents avec des Doncic qui sont pris plus loin, des joueurs comme ça. Donc oui, moi j'ai envie de répondre oui à la question. Ouais. Bah, c'est vrai, et c'est là encore une fois, c'est vrai à tous les niveaux. Hein, quand tu vois que des joueurs comme Nando De Colo, Nicolas Batum, Fabien Causeur n'ont pas été pris par l'INSEP ou d'autres sélections, c'est toujours la prime au plus gros potentiel, plus que forcément des joueurs. Certains, tu comprends pas pourquoi on se dit non, mais lui, c'est déjà un joueur fini, il va pas progresser plus, il a atteint le sommet. Même Rudy Gobert, hein, qui a pas été pris à l'INSEP, on pensait Mm. jamais qu'il allait passer ces caps-là, et il continue. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on entend un mec comme Jonathan Givoni, par exemple, qui est l'un des pontes, enfin là, des experts de la draft chaque année, on a le sentiment que les scouts, en fait, souvent, eux font ce boulot, en fait. Ils vont voir les mecs à l'entraînement, ils vont parler avec les entraîneurs, avec les assistants, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du côté des scouts, ces aspects psychologiques d'intelligence, de coachabilité sont vraiment pris en compte. Mais parfois, on voit que c'est les front office qui, au bout du compte, quand c'est ton tour d'appeler Adam Silver pour donner ton choix de draft, bah c'est là que Tu penses à ah ton mais job. l'autre,
Pense à la Bah sécurité ouais, de ton job aussi. Tu te dis, imagine, je laisse passer un mec générationnel où ils font parfois des choix qui leur semblent plus safe, où on va pas leur reprocher dans un premier temps, en tout cas. Tu vois, typiquement Phoenix avec Ayton, bon, sur le coup, les gens ont dit, bah, c'est bon, c'est un mec qui a fait la fac à Arizona, il est super grand, il est bon, donc c'est pas, ça semble pas risqué. Et d'ailleurs, Ayton n'est pas un mauvais joueur, hein, mais les mecs pensent, t'as raison, hein, les GM pensent aussi à la sécurité de l'emploi. Parfois, il y a les consignes des proprios aussi. Enfin, tu vois, exactement. on blague à chaque fois sur la draft des Kings avec Stauskas où on voit Ranadiv, alors qu'ils ont embauché, ils ont fait un documentaire sur toute une équipe de scouts spécialisés dans les analytics qu'ils ont monté pour la draft et où te sortent deux autres noms de joueurs et où finalement tu as juste le proprio qui entre qui fait en gros, moi j'aime bien Stauskas, on prend Stauskas, allez hop, c'est fini. Donc il faut prendre en compte les contextes des équipes. Il y a de plus en plus de front office compétents, je pense. Les accidents vont de moins en moins arriver, je pense, mais il y en aura quand même toujours parce que les scouts font le taf, mais derrière, il faut aussi que les mecs pensent à la sécurité de l'emploi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis, juste une petite anecdote, mais c'est un peu là-dessus que Jay Wright à Villanova a fait son beurre, entre guillemets, parce que voilà, il savait qu'il ne pourrait pas attirer les one-and donners, là, ceux qui allaient faire une année et de toute façon être draftés très haut, parce que ceux-là, ils partaient à Duke, ils partaient à Kentucky, et il basait tout son speech, en fait, qu'il faisait aux familles. Il disait, vous allez venir à Villanova, vous allez peut-être rester 2 ans, peut-être 3 ans, mais quand vous allez sortir, vous serez des joueurs prêts et vous pourrez jouer en NBA. Je vous garantis que vous allez avoir du temps de jeu. Et quand tu regardes Michael Bridges, Jalen Brunson, DiVincenzo, on compte plus les joueurs qui sont passés par l'école Ouais, Villanova. Le chart aussi, ouais. Exactement, exactement. Il y en a un paquet et au bout du compte, ben, voilà, cette université, c'est l'exemple d'université qui a su tirer avantage de ça en étant performant. Ils ont gagné 2 titres NCAA. Et du coup, quand tu sors avec l'étiquette Villanova, les mecs sont peut-être plus prêts à prendre un joueur qui a 21 ans, qui semble vieux, entre guillemets, ce qui est fou par rapport à un mec de 19 ans, en disant, mais lui, il va pouvoir contribuer tout de suite, il va être coachable, on va pouvoir s'en servir. Mais effectivement, c'est de tout temps, enfin, ça reste quand même un truc où c'est un peu tu préfères rêver grand et on te parle d'un potentiel incroyable et puis tu vas avoir Stromae Swift au bout du compte plutôt que le gars tu te dis non mais lui il est fort et il va être fort et ce sera peut-être pas un super un joueur all-time mais en tout cas t'es un mec qui va jouer 10 ans dans ton équipe peut-être quoi. Ouais. J'ai cru que tu allais partir sur une quote à la Tony Parker. Si quand tu dis ton rêve, on te dit que tu rêves trop grand, c'est que tu es dans le Souris vrai. pas quand tu dis ton rêve c'est ça. Je me souviens plus, un truc, une phrase d'entrepreneur LinkedIn, j'ai oublié, mais voilà, j'ai cru que tu partais là-dessus, mais c'était pas du tout ça. Allez, une question pour le coup vraiment originale. Allez, question de Seb. Je regarde la NBA depuis le début de la saison dernière et je me suis aperçu qu'entre deux lancers francs, le joueur allait toujours taper la main de ses coéquipiers les plus proches. Non pas que je trouve ça bizarre, bien au contraire, mais le fait que ce soit systématique m'amuse. Je me demandais s'il y avait une histoire ou des anecdotes qui pouvaient se cacher derrière ce rituel entre guillemets, ou peut-être est-ce sont juste les mœurs du basket et que cette réflexion est influencée par une vision plus individualiste qui est parfois celle du football. Ah, c'est intéressant. Alors là, pour le coup, c'est un truc sur lequel je pense que je peux pas du tout répondre parce que j'ai jamais joué au basket organisé en club, donc je sais pas, je peux que qu'imaginer les raisons de ce truc-là, mais moi, je me suis toujours dit que c'était plus pour créer une routine et que les joueurs soient à l'aise au moment de tirer les lancers, qu'ils aient leurs repères, vu qu'on sait que c'est un exercice de répétition, de mécanique parfaitement huilé pour reproduire les gestes. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, au foot, moi qui joue au foot depuis longtemps, il y a des trucs où tu t'encourages sur les trucs, mais tu as rarement le temps quand même de le faire. Il y a très peu de situations arrêtées comme des lancers francs où tu as le temps d'aller checker les gars. Donc je pense que c'est plus un truc que toi qui a joué très longtemps dans du basket organisé et qui coach encore. Peut-être que tu as une explication plus. Déjà, est-ce qu'au niveau amateur, est-ce que c'est le cas aussi? Ça se fait fréquemment, mais c'est pas aussi systématique, mais ça se fait. Oui, c'est. J'ai l'impression que c'est plus, tu sais, une espèce, c'est dans la culture du jeu en fait de s'encourager, de se taper dans la main, etc. Ce qui est marrant en fait, c'est que c'est un truc qui rendait fou Rick Barry, qui trouvait ça absurde, qui était prêt à insulter ses coéquipiers si lui il mettait un lancer franc et qu'on venait le sortir justement de sa bulle, de sa routine. Tu dis, mais Mmh. attends. Et lui, c'était sur le côté justement, faut que tu sois automatique. Tu viens de mettre un lancer franc, t'es bien dans tes appuis, t'es dans ton rythme. Pourquoi quelqu'un viendrait te sortir de ton truc pour te taper dans la main, etc. Lui, ça le rendait. Il peut vous en parler pendant 1 heure et demie, hein. J'ai déjà Il est entendu génial, parler dans un c'est podcast. c'est le grincheux originel. Rick Barry, c'est magnifique. Il y a tellement d'anecdotes, de trucs comme ça que ça m'étonne pas que ça vienne de lui. Mais c'est une question intéressante que je me suis déjà posée. Et au final, je m'étais vraiment dit que c'était une question de routine et d'encouragement et presque qu'il faut le faire. Parfois, tu as même des mecs t'en as qui oublient un peu la routine et qui se replacent. Et tu as le tireur tu sais, qui fait le check dans le vent.
Et il le Ouais. fait quand même. Il le fait quand même, même s'il y a pas le mec, ils le font, par réflexe. Je me demande même s'ils savent parfois à qui ils sont en train de taper dans la main, tu vois? Non, je Peut crois qu'ils savent pas. tu vois? Tellement c'est devenu mécanique, donc ouais, c'est un mix de culture et d'automatisme, je pense. Je sais pas si tu avais vu cette image que j'adore de Russell Westbrook quand il jouait à OKC avec Steven Adams, où il check le mec à gauche et puis Steven Adams qui est à droite fait pas l'effort de venir lui taper dans la main et il le Ouais. regarde comme ça en le pointant du doigt en mode non, ça je vais m'en souvenir de ça. Ça m'avait trop fait rire parce qu'en fait, ils s'entendaient super bien, etc. Mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Allez, dernière question d'Erwan. Je me demande si tu connais la réponse, Shai. Attention. Je souhaitais vous demander d'où venaient les noms Rivers et Basket Session et pourquoi deux noms en fait. Waouh! C'est dur parce que même si je suis arrivé relativement tôt dans l'histoire, de Rivers et Basket Session, heu, je fais pas partie des fondateurs. Pourquoi 2 noms? Pourquoi 2 noms? Bah, parce qu'il y a d'abord eu Basket Session, on est d'accord? C'est ça. Et voilà et Bonne qu'après, il réponse, un fallait point. et ouais et qu'après il fallait démarquer, une fois que le mag a été créé, il fallait un peu démarquer le site de la publication, je sais pas, mais non, j'avoue que là, comme ça, j'ai pas l'explication et c'est très bien que ce soit toi et pas Antoine, qui répondent à mes côtés. Allez, bah, je vais vous dire, alors moi non plus, j'étais pas à la création ni de Basket Session ni de Rivers. J'ai rejoint Rivers peu de temps après la création. Donc, à la base, Basket Session, donc créé par Guillaume Laroche, directeur de la publication de Rivers toujours. Pourquoi Basket Session? Parce que c'était mieux en termes de référencement d'avoir basket dans le nom d'un site internet et qu'il y avait le côté session, on va jouer ensemble, on va se connecter. Il y avait un forum qui était énorme au début de Basket Session. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Basket Session. Au moment de créer le magazine, donc les créateurs, Guillaume Laroche, Julien De Schuitner, Alma Missouma et Julien Debove, qui sont à l'origine de Rivers, se disaient que Basket Session, ça faisait pas vraiment nom de magazine, ça faisait pas nom de publication, c'était très bien pour un site internet, mais pas pour une publication. Et donc pourquoi Rivers? Chercher un terme basket, et l'idée quand même originelle de Rivers, c'était de se dire qu'il n'y avait pas vraiment de presse basket qui correspondait à notre génération de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait de la presse qui faisait très bien son travail de manière très sérieuse, que ce soit l'équipe, il y avait Basket News, il y avait Maxi Basket. Donc c'était du travail de qualité, mais qui était à nos yeux, à nous, en tout cas à l'époque, un petit peu. Je vais utiliser ce terme-là, mais c'est pas de manière péjorative, mais un peu guindé en fait. Nous, on se disait, il n'y a rien qui correspond à notre génération à nous, avec un peu plus de liberté dans le vocabulaire, dans la manière d'écrire. Et après, l'autre partie de la presse qui était bien faite aussi était plus destinée à un public plus jeune, avec des posters, des très belles photos, une belle mise en page, mais finalement des textes qui étaient un peu plus courts, un peu plus concis que ce qu'on pouvait chercher. Euh, et donc, pourquoi Rivers? L'idée, c'était de prendre à revers ce qui pouvait se faire dans la presse basket de l'époque. Et c'est vrai que pour le coup, on a été, je m'inclus dedans, mais très inspiré par ce que pouvait faire Slam. Voilà, la publication américaine Slam, moi, ça a été une claque de voir ces articles de Slam avec des références culturelles de ma génération, que ce soit des références hip-hop, des titres de films, des choses comme ça, un ton aussi dans l'écriture qui était plus libre, plus axé sur le fait de se dire, bon, bah, on veut créer un texte qui soit agréable à lire, qui soit presque, voilà, enfin, non, pas agréable, mais je veux dire, tu vois, que tu sois marqué par le style ou qu'il y ait vraiment un angle très fort qui soit filé tout au long de l'article, bah ça a été la grosse influence, je pense. Et pourquoi aller avoir gardé les deux noms? Parce que ça, c'est une question qui est très judicieuse, qu'on s'est posée 50 000 fois. C'était que bah, finalement, le site Basket Session marchait déjà bien, donc c'était compliqué ensuite de changer le nom du site par peur de perdre le référencement, tout simplement. Donc on a gardé les deux identités, et puis aujourd'hui, bah, du magazine, on est passé au MOOC, et on a gardé Rivers pour les publications. Très belle explication. Merci. Voilà, voilà. Bah, écoutez, vous avez été excellent encore, hein. Merci pour toutes ces questions de ce à quoi il fallait répondre. On espère qu'on y a répondu comme vous l'attendiez. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions. Je répète l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. L'adresse, de toute façon, est dans la description de cet épisode. Nous, on ne sera pas là lundi. On fait un break, peut-être, je pense, l'un des tout premiers depuis plus d'un an et demi maintenant. Donc lundi 1er janvier, on va faire la grasse mat. Il n'y aura pas de podcast, pas de CQFR. Mais la semaine prochaine, comme je vous le disais, on va essayer quand même de vous proposer des choses intéressantes. On vous souhaite de passer dans cette nouvelle année de la meilleure des façons possibles. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt.